Bonsoir, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, 22 mars 2026. Pluie de missiles sur Israël. Que se passe-t-il? Que se produit-il? Pourquoi les systèmes ne les arrêtent-ils pas? Il y a beaucoup de débats sur les réseaux sociaux pour savoir si le dôme de fer est affaibli ou si l'Iran possède de nouvelles armes. Bien, ici, dans cette émission, aujourd'hui, en exclusivité, pour la communauté hispanophone, nous donnons tous les détails sur pourquoi l'Iran continue de lancer des missiles contre tout le monde. Et en plus, nous avons une information de dernière minute sur ce qui est sur le point de se passer en ce moment en Iran. Famille, vos likes, vos commentaires, ici, c'est Stratégie Militaire. Nous commençons. Bonsoir famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment pour parler de ce qui s'est passé hier soir. Pour analyser ce qui s'est passé ce matin et ce qui se passe au cours des dernières 24 heures. En Israël, la situation n'est pas facile. Et il faut toujours le dire, à chaque fois, ce n'est pas facile. Hier et ce matin, Israël a été frappé par des missiles lancés depuis l'Iran. La guerre a commencé le 28 février et nous voyons comment hier quelque chose s'est passé ou devait se passer. Pour que, à 2 ou 3 reprises, des missiles balistiques aient frappé le territoire israélien sans être interceptés. Mais en plus, cela nous a laissé un bilan de blessés extrêmement élevé, très élevé. Nous pensions que tout était fini hier soir, mais ce matin, voilà que le gamin revient. Des missiles tombaient aussi sur le centre d'Israël. Les gens commencent déjà sur les réseaux sociaux à parler de dégradation du dôme de fer, de défaillance du système, de l'Iran frappant Israël, de communiqués de l'Iran. Il y a aussi plein de détails, plein d'informations qui émergent en ce moment, que nous devons analyser, examiner et commenter ici dans Stratégie Militaire. Je vous souhaite la bienvenue, comme je le dis, sur votre chaîne d'information. Si vous aimez le contenu, si vous voulez soutenir cette expérience que nous vivons tous ensemble ici en Israël, depuis Israël, en découvrant chaque détail. Il y a des images que nous ne pouvons évidemment pas publier, mais il y a énormément d'informations que nous recueillons sur le terrain et qui servent de première main pour analyser ce qui se passe. PayPal/stratégie militaire. Et vous avez aussi les super chats disponibles pour que nous puissions continuer à communiquer depuis Israël. Les images ne laissent aucun doute. Ce qui s'est passé hier soir était grave. C'était tellement grave que le ministre de l'Intérieur, cette même nuit, s'apprêtait à se rendre directement à Dimona et Arad pour voir ce qui se passait. Benvir, hier soir, il était là-bas. Le matin, Smotrich est arrivé, Vivi est arrivé, Netanyahou est arrivé. Et même le président d'El-Ergoz. Tout le monde était venu à Arad pour voir ce qui s'était passé, ce qui était arrivé. Tout le monde a parlé et tout le monde a fait des déclarations intéressantes, très intéressantes. La destruction est massive. Aujourd'hui, aux premières lueurs de l'aube, on pouvait voir l'ampleur de la puissance de feu déployée par l'Iran dans un missile qui aurait pu faire des centaines de morts. La nuit dernière, c'est un véritable miracle qu'il n'y en ait pas eu. Un véritable miracle. Mais bon, comment tout cela a-t-il été possible? Pourquoi l'Iran, alors qu'on dit qu'il est militairement affaibli et qu'il n'a plus autant de missiles, peut-il continuer à lancer des missiles les uns après les autres contre Israël? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ici, nous allons vous donner des détails.
de ce qui est en train de se passer et quelle est l'explication à tout cela. Nous, du point de vue de le vivre ici, de le voir. De plus, je vous avoue quelque chose, pendant de nombreuses nuits, après le direct, nous n'allons pas nous reposer. Ce que nous faisons, c'est sortir dehors, dans une zone de sécurité, pour attendre l'arrivée des missiles et observer. Observer le temps, celui du missile, la trajectoire, l'angle d'attaque. Comment fonctionnent les défenses d'Israël? Quels sont les systèmes qui interviennent? Combien de temps faut-il à un missile pour atteindre sa cible? Il y a énormément de détails que vous ne pouvez pas voir, car évidemment, vous n'êtes pas ici. Mais en plus, ce sont des détails dont peu de gens peuvent se rendre compte. Mais j'ai passé plusieurs nuits à analyser et à essayer de trouver une explication à ce qui se passait, à ce qui arrivait. Nous avons découvert pourquoi les missiles à sous-munitions sont si imparables lorsqu'ils sont lancés. Nous savions et nous avions découvert que ces missiles, ceux qui tombent du ciel comme une sorte de pluie avec des armes à sous-munitions, étaient ainsi difficiles à s'arrêter. Parce que l'ogive s'ouvre et libère les sous-munitions à grande altitude. Nous connaissions cela, nous le savions, et nous en avions déjà parlé, nous l'avions déjà dit. Ce missile que nous voyons descendre depuis une grande hauteur dans l'atmosphère a ouvert son ogive, et les sous-munitions descendent, rendant pratiquement impossible leur interception par n'importe quel système de défense antiaérienne. Là, nous le voyons, par exemple, c'est un exemple clair où une de ces sous-munitions a été interceptée, mais le reste des munitions va continuer à tomber. Au sol. Je ne vais pas entrer dans ce débat, je ne vais pas entrer dans le débat sur les missiles à sous-munitions, mais je vais plutôt aller chercher les missiles, qui en effet sont un vrai problème et qui peuvent détruire des quartiers entiers, ces missiles que nous connaissons déjà très bien. Nous avons vu récemment les images de comment ceux qui allaient se sacrifier, parce qu'après le lancement de ce missile, il allait probablement être détruit par un drone israélien. La rampe de lancement, il lançait différents types de missiles. On a parlé du Hura Machar Segil Defu Keibar. Un catalogue incroyable. Comprendre chacun de ces missiles, c'est comme étudier une filière universitaire, chacun a ses propres caractéristiques, et on en utilise un selon les conditions et les objectifs de la mission. Ne pensez pas que l'Iran tire au hasard ou lance des missiles parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il sélectionne le type de missile en fonction du profil de l'endroit qu'ils veulent attaquer, selon l'objectif. Dans ce cas, par exemple, nous voyons un de la classe Gader. Ogive à fragmentation, ogive à sous-munitions, également ogive hautement explosive. Parfois, il combine deux missiles en même temps, sur la même trajectoire, pour essayer de tromper encore plus les défenses anti-aériennes. L'Iran a découvert ce cas. La classe, non? Ne pas contourner le dôme de fer, qui n'est pas le dôme de fer. Ce n'est pas le dôme de fer qui fonctionne avec ce système. Mais de rendre la tâche plus difficile, de compliquer les choses. C'est ici qu'intervient l'analyse que nous allons mener aujourd'hui, une analyse complète de cette histoire. Tout d'abord, j'envoie toute mon affection à toutes les victimes, à toutes les personnes qui se trouvent actuellement dans les refuges et qui traversent des moments difficiles. Et nous essayons d'ici de leur donner un peu plus de force face à quelque chose qui devait arriver. C'était inévitable. Malheureusement, l'Iran, pendant de nombreuses années, plus de 47 ans, a construit un méga arsenal de missiles balistiques capable de semer le chaos sur Terre. Avec une portée de plus de 4000 km, même si Pezeshkian et Arashi disaient qu'ils étaient limités à 2000 km, mensonge. C'est un véritable mensonge. Si vous me permettez, nous avons d'abord écouté, Monsieur le Président, dans votre discours à l'Union qui a eu lieu dimanche et à nouveau ce matin. Le président a déclaré lundi lors d'une conférence, et vous l'avez sûrement entendu, que l'Iran a produit des missiles qui, selon lui, pourraient... L'Iran construit des missiles qui peuvent atteindre les États-Unis d'Amérique. Peuvent atteindre les États-Unis. Donc, en ce qui concerne les missiles balistiques de l'Iran... Il dit en ce qui concerne le programme de missiles balistiques de l'Iran,
capacité. Capacité. L'Iran a maintenant la capacité L'Iran a la capacité de... d'atteindre les États-Unis. À quelle distance sommes-nous? À quelle distance de cela? De quelle capacité est-ce? Non. Non, nous n'avons pas cette capacité. Non, nous n'avons pas cette capacité. Nous avons intentionnellement limité la portée de nos missiles. Nous avons intentionnellement limité, nous avons restreint la portée de nos missiles à 2000 km. À 2000 km. Jusqu'à 2000 km. Nous n'avons pas cette capacité. Et nous ne voulons pas faire cela. Nous ne voulons pas faire cela. Et nous ne voulons pas faire cela. Nous n'avons aucune hostilité envers les États-Unis. Contre les États-Unis, contre les États-Unis. Et des pays comme l'Europe, des pays comme la Russie. Whatsoever. We have... C'est ce que disait Tarash et Pezeskian. Eux aussi, tous les deux, les mêmes personnes qui disaient et affirmaient qu'ils ne voulaient pas d'armes nucléaires et qu'ils n'allaient pas en construire une, qu'ils sont simplement en train d'expérimenter. On ne peut pas enrichir de l'uranium. À plus de 60%, mais ensuite, lors des négociations, ils s'assoient et disent « Nous avons de l'uranium pour 10 bombes nucléaires. Nous en avons, parlons. L'Iran. » Traitant d'égal à égal avec les États-Unis lors d'une négociation où il dit d'emblée « Nous avons de quoi faire 10 armes nucléaires. » C'est de la pure folie, c'est comme ça. Littéralement, directement. En plus, ils te balancent ça, boum, et tu restes avec ça. On en parlait hier soir. Au Ramachar, le missile d'origine nord-coréenne, fabriqué initialement en Corée du Nord, dont les plans et le manuel de fabrication ont été vendus à l'Iran, et que l'Iran peut désormais utiliser pour lancer à 4000 km selon les rapports. D'après ce qui se dit, l'autre jour, ils l'ont lancé contre Diego Garcia. Aujourd'hui, le Royaume-Uni. Il affirmait que c'était un mensonge qu'ils puissent atteindre Londres. Ce n'est pas un mensonge. Ils peuvent atteindre Londres et au-delà grâce à leur capacité. Jusqu'où ils veulent, pour que les gens en prennent conscience. Mais pour revenir à Israël, on a lancé ces missiles pendant plusieurs nuits. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Pourquoi ne l'ont-ils pas intercepté? Comment est-ce possible? Comment se fait-il que cela a frappé le sol? Où est le système Arrow? Où est le système Teshadeh? Pourquoi a-t-il échoué? Quelle est la faille dans toute cette histoire? L'ennemi étudie son ennemi. L'Iran étudie Israël depuis longtemps. Ils se sont préparés pendant de nombreuses années, tout comme Israël s'est également préparé pour cette guerre. À plusieurs reprises, depuis l'année 2024, l'Iran a effectué des lancements de missiles de différents types pour observer les réactions de la défense antiaérienne. Quelle a été leur conclusion? En lançant des vagues de missiles, nous causons des dégâts. Mais nous n'atteignons pas le véritable objectif de toute cette histoire, maintenir la population enfermée le plus longtemps possible dans un état d'anxiété insupportable. Ils ne vont pas non plus la gagner avec des missiles balistiques. La résilience du peuple d'Israël est énorme, tu peux détruire des quartiers entiers. Ils continueront à se battre, et ils le savent, ils ne sont pas stupides. L'histoire le montre clairement. De nombreuses civilisations ont essayé de détruire le peuple d'Israël. Et elles n'y sont pas parvenues. Mais eux, ils sont passés pendant des semaines à une tactique du genre « lançons-en un, deux ». Il y a des jours où nous lançons une vague, s'il y a un événement spécial, comme la mort d'Ariani, comme la mort de l'ayatollah. Ou celle du ministre du Renseignement. Mais en règle générale, nous lançons des vagues pendant la journée, à différentes heures, sur différentes périodes de temps pour tester les défenses. Ils regardent ces vidéos, ils ont des gens sur le terrain, et en plus ils ont des espions. En fait, un réserviste a récemment été arrêté, responsable d'avoir transmis des informations sur le système de défense antiaérienne d'Israël. Ce qui ne devrait pas nous surprendre. Que s'est-il passé? Eh bien que les systèmes TAT
Et Arrow 3 d'Israël fonctionne, comme je l'ai toujours dit, à très haute altitude. Ce qu'ils font, c'est aller chercher ce missile à plus de 500 km de distance pour l'abattre. Ils évitent même que ce missile n'entre dans l'espace aérien israélien. Or, sur ces images, on voit qu'il est en train d'entrer. Está sobre Israel. C'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Donc là, on sait déjà que le système TAT n'a pas été déclenché ou qu'il a échoué. Comment l'Iran rend-il cela possible? Est-ce que le missile peut se déplacer, faire des manœuvres, faire le tour de la planète, puis revenir et tomber sur Israël? Non, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que l'Iran, qui a maintenant une capacité de portée avec ses missiles pratiquement illimités, a découvert que s'il lance ses missiles à une altitude plus basse, avec un angle d'attaque, parce que cela forme une parabole, et la parabole passe plus bas que la portée opérationnelle du système Aero 3 et le système TAT El sistema ne se lance pas parce qu'il n'y a aucune probabilité d'accrochage. Ce sont des systèmes qui doivent frapper le missile pour le détruire. Il n'y a pas d'autre moyen. L'Iron Dome ne peut pas l'arrêter. Dans de très rares occasions, il faudrait que ce soit, comme nous l'avons vu, des occasions miraculeuses. Mais attention. Système THAAD, système Aero, lorsqu'il lance les missiles à basse altitude, ce n'est pas opérationnel. Nous avons toujours les options du système Patriot et du système Fronde de David. Ces systèmes, qui sont aussi miraculeux, arrêtent la majorité de ces impacts que nous voyons. C'est pourquoi l'Iran lance des munitions à fragmentation pour précisément causer le plus de dégâts possible. Beaucoup des missiles que l'Iran lance se désintègrent en l'air. Par exemple, celui que nous voyons là, l'Iran, pour réduire les coûts de ses missiles, utilise de la fibre de verre pour les construire. Cette fibre de verre, en plus d'être moins chère, a un meilleur profil face à un radar de détection de missiles. Donc ce n'est pas la même chose un objet métallique qu'un objet en fibre de verre qui a une légère résistance à la chaleur. Mais bien sûr, pourquoi se désintègre-t-il? Pourquoi ce missile que vous voyez se casse-t-il? Si vous faites attention, le missile reste longtemps dans une couche d'altitude où il y a beaucoup de friction, où la température générée par ce mouvement de rentrée de ce missile, qui suit une trajectoire quasi balistique, atteint des niveaux bien supérieurs à ce qu'il a été conçu pour supporter. Pourquoi? Parce que le missile était conçu pour sortir de l'atmosphère terrestre, voler un certain temps dans l'espace, puis plonger en piqué sur la cible. Dans ce cas, une grande partie de ce vol se fait dans cette couche de l'atmosphère, où il subit la friction de celle-ci. Par conséquent, la chaleur augmente. Et la grande majorité d'entre eux explosent en l'air. Ce qui se passe ensuite, c'est que les débris du missile tombent au sol. Les fameux éclats qui tuent aussi, qui sont aussi dangereux. Et parfois, une partie explosive du missile peut aussi rester dangereuse, mais disons que le missile résiste. Il arrive déjà très dégradé, très endommagé. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Qu'entre le système Fronde de David et le système Patriot, la plupart du temps, les systèmes abattent ce missile. Il y a un pourcentage qui ne l'est pas. Nous sommes à 23 jours de guerre, et pendant ces 23 jours, il y a eu 4 endroits touchés directement par l'impact d'un missile balistique avec une ogive hautement explosive. Je ne compte pas les bombes à sous-munitions. C'est un autre sujet que nous expliquons déjà. Que se passe-t-il? Pendant 23 jours de guerre, sur tous les missiles qui ont été lancés, 300, voire jusqu'à 400 contre Israël seul. 3 à haute puissance explosive ont réussi à toucher Israël. Le pourcentage est extrêmement bas, très faible. Et nous voyons le système Fronde de David au-dessus et le système du dôme de fer en dessous.
il fonctionne. C'est incroyable. Le voir fonctionner, c'est incroyable. Mais bien sûr, ces missiles ne sont pas infaillibles. Mais il y a aussi un autre détail. Plus il tire, l'Iran, plus il en fait, plus ils épuisent leur stock de ces missiles. Les missiles de la batterie s'épuisent. Il faut les remplacer, il faut entretenir les radars, il y a toute une logistique derrière qui est impressionnante. Depuis 48 heures jusqu'à aujourd'hui même, l'Iran a tiré des missiles sur une zone concentrée du sud d'Israël, la région de Dimona, là où se trouve le réacteur nucléaire, cherchant peut-être à menacer ou non la stabilité et la sécurité. Eh bien, c'est vrai et ce n'est pas un secret. Ils auraient pu toucher Dimona, ils auraient pu attaquer Dimona. Ils possèdent davantage de systèmes de défense anti-aérienne que la zone périphérique, pour une raison évidente. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que l'Iran a trouvé certains endroits en Israël où il lui est plus facile de lancer des missiles et qu'ils atteignent leur cible. Jérusalem. C'était la force cinétique d'un missile et son ogive qui avait été détruite en vol, sûrement par le système dôme de fer, qui avait fait exploser l'ogive partiellement et qui tombait ensuite sur les murailles de Jérusalem. Si ce missile avait été là, avec toute sa capacité destructrice, nous aurions perdu une bonne partie de la muraille. Et cela aurait ressemblé davantage à une bataille des croisades pour conquérir Jérusalem. Évidemment, le système a ses défauts, mais il sauve des vies. Il sauve beaucoup de vies. Que se passe-t-il d'autre? Il y a d'autres détails. L'Iran lance des missiles de manière discrète, de manière rapide, très rapide. Pendant ces attaques, je traçais la trajectoire de ces missiles. J'en ai parlé pendant de nombreuses nuits. En calculant le temps, la vitesse qu'ils ont et en calculant la trajectoire, on sait d'où ils sont lancés. Il n'est même pas nécessaire d'avoir un satellite pour le savoir. Peut-on l'identifier? Dévastateur? L'image est terrifiante. Voir cela tomber est terrible, mais je veux que vous fassiez attention Fijaros en el detalle à l'angle d'attaque du missile. Comment tombe-t-il? Il ne tombe pas en piqué. Ce n'est pas une chute agressive en piqué, ce qui causerait encore plus de dégâts. C'est comme si le missile était en train d'atterrir. Parfois, il y a des angles plus agressifs parce que le missile tombe de façon beaucoup plus directe depuis le haut. Ce que nous disions, c'est qu'il tombe avec un angle d'attaque plus faible parce qu'il est lancé depuis une altitude plus basse. Bien, nous disions que l'Iran attaque Israël. Lorsqu'il détecte la présence de ces silos de missiles, il y va, il attaque et les détruit. Les États-Unis essaient aussi, mais ils n'ont pas autant d'expérience qu'Israël. Il y en a en Iran, où il est beaucoup plus difficile d'intercepter ce type de missile, beaucoup plus difficile. Il y a des sirènes à Dimona d'ailleurs. Voyons voir. Ouvrons ici, voyons ce qui se passe. Nous sommes en direct, la famille. En ce moment, il y a des sirènes à Dimona. Pardonnez-moi, nous sommes en direct. 6h32, nous n'enregistrons pas les directs. On appuie sur play et on les laisse passer. Que tout le monde le sache, ici on fait tout en direct. Voyons ce qui se passe, voyons ce qui se passe. Dimona, encore une fois, au même endroit. Et ça va nous servir, ça va vraiment beaucoup nous servir. Oui, ça va vraiment nous servir. Nous allons voir. Pendant que nous sommes ici en direct et que les choses, comme on les voit le mieux, c'est en direct, la famille. Regardons cette alarme. On descend par ici. On va mettre de la musique de fond pour que je me concentre.
Et on regarde. Voyons, imaginez une ligne selon l'alarme, ce qui apparaît. Une ligne qui va tout droit et que nous pourrions commencer à faire. Un zoom arrière. Imaginez une ligne, n'est-ce pas? Voyons-le maintenant sur la carte. Nimona. Nous savons qu'il est passé par cette zone. Et nous savons que ces missiles vont en ligne droite. Ce missile vient probablement de la région de Téhéran. Plus d'alarme maintenant dans le nord, ce sont les sujets dont nous allons parler maintenant. Que se passe-t-il dans le nord? Que se passe-t-il là-bas? Nous avons déjà identifié que le missile qui vient d'être lancé contre Israël provient de la région de Téhéran. Première information. De plus, nous avons une vidéo. Vidéo du lancement. Ce que vous voyez là-haut, ça signifie que ce missile est bien sorti dans l'espace. Est-ce que ça pourrait être un Aura Machar, le missile qui se dirige vers Nimona? C'est possible. Revenons à la carte, ce dont nous parlions. Nous voyons dans ce cas que la ligne passe près de la centrale nucléaire et pourrait être, faisons-le différemment, faisons-la passer juste au-dessus de la centrale nucléaire. Allons chercher à nouveau l'approche vers Téhéran, vers la zone d'où ces missiles peuvent être lancés. Nous le voyons par ici. Regardez encore une fois. Nous avons une autre ligne. Cela pourrait être la trajectoire de ce missile. Donc nous savons qu'encore dans la zone de Téhéran, des missiles sont lancés. Pour le comprendre plus facilement, pour le voir beaucoup plus facilement, nous allons le regarder sur cette image. Les endroits d'où l'Iran lance. Ceci, c'est un travail qui a été fait par une personne qui pensait à peu près la même chose que ce que je pensais. Ce n'est pas la carte, mais on pourrait faire pareil. En rouge, nous voyons les silos de missiles d'où l'on ne tire généralement pas parce qu'ils ont été détruits. Nous voyons Urmia, Tabriz, Kermanshah, mais nous voyons aussi d'autres silos de missiles qui sont effectivement utilisés pour lancer des attaques. Des attaques partant de la région de Téhéran vers le nord d'Israël. C'est pourquoi parfois nous avons cette caméra du sud du Liban qui nous montre le passage du missile à gauche.
Nous allons agrandir la photo pour que vous puissiez le voir, et c'est vraiment très intéressant. Regardons cela ici. Là, nous le voyons. Les missiles lancés sur Dimona peuvent aussi l'être depuis la zone sud. Regardez comment la ligne qui est tracée ici est parfois lancée depuis la zone sud, 1700 km directement vers Beersheba, Dimona ou le sud d'Israël. Nous voyons aussi comment depuis la région d'Ispahan, de nombreux missiles sont également lancés. Et en fait, là-bas, à Ispahan, il y a différents endroits d'où des missiles sont tirés. Regardez bien. Dans cette vidéo du 1er mars, Ispahan, on voit un missile partir en bas à droite. On l'agrandit ici pour que vous le voyez. Là, vous voyez comment le missile est lancé en plein jour depuis une zone proche. cercana. Ce n'est pas Ispahan, c'est Yazd. Cette zone que nous vous montrions récemment sur la carte et que nous avions géolocalisée. Une autre des mégapoles de missiles d'où est lancé celui que nous voyons, où se trouve le silo, où sont les silos. Eh bien, les silos sont ici. C'est depuis ces endroits que sortent les lanceurs et qu'ils tirent depuis ces sites. De l'autre côté de la montagne, il y a une installation cachée sous terre où se trouve une usine de missiles. Et c'est de là qu'ils sortent rapidement avec le lanceur. Ils élèvent le missile, il sort déjà chargé avec tout le carburant et le lancement se fait directement. Nous le voyons par ici. C'est une installation et comme vous le voyez, cette montagne est en granit pur. Il est quasiment impossible d'y pénétrer. Tu peux fermer les entrées, mais sûrement en voyant les capacités, la longueur et la taille de celles-ci, ils peuvent avoir des silos à l'intérieur de la montagne. Prêts à lancer? Ils peuvent effectuer des lancements avec des lanceurs qu'ils ont enterrés dans la zone, qu'ils ont dissimulés. Par exemple, là-dedans, il pourrait y en avoir un caché, prêt à sortir et tirer. Ils les sortent un à un sans lancer de vagues de missiles comme le premier jour ou durant la guerre des 12 jours. Non, parce qu'ils n'ont plus cette capacité de surprise. Ils savent qu'il y a des drones à proximité qui les surveillent. Ces drones vont détecter à tout moment la sortie. Vous voyez par ici, à tout moment, la sortie de ces lanceurs est détectée et ils sont détruits. Donc ce que montre la vidéo est vrai. Les opérateurs des rampes de lancement de missiles ont généralement un taux de survie très faible parce qu'il y a des drones qui tournent ici en mode chasse. Donc, ça, on le sait. Qu'est-ce qu'Israël doit faire? Israël fait ses devoirs. Israël, selon l'image que nous voyons, a détruit une grande partie de tous les lancements de la zone ouest de l'Iran. Il reste maintenant des lancements depuis la zone est de l'Iran central, qui doivent être détruits. Et cela prend du temps parce qu'il y a des centaines et des centaines de bunkers, il faut des centaines et des centaines de munitions pour détruire chacun d'eux, pour savoir où se trouve le lanceur ou non. Tous n'ont pas une rampe de lancement de missiles. Je vais vous donner un exemple pour que vous le voyez de façon pragmatique. Dans l'une des plus grandes villes de missiles, avec des lancements. Dans la zone nord, le Hezbollah lance en ce moment, nous parlerons du Hezbollah dans un instant, lancement de missiles dans le nord. Bien, allons dans un endroit que nous connaissons aussi très bien qu'Oramabad. Nous allons donner un exemple intéressant ici. Une seconde, nous allons aussi vérifier quelque chose. Car de nombreux lancements ont lieu actuellement dans le nord. Beaucoup de lancements dans le nord.
une vague de drones une seconde, la famille. Nous avons les images. Tenemos las imágenes. Regardons. Lancement de drones et voyons comment ils ont été interceptés. Une seconde. Nous sommes en direct. Nous allons essayer. Nous allons passer en mode multicaméra. Vous savez déjà qu'en direct, on fait ça du mieux qu'on peut. Voyons voir. Caméra numéro 9. Lancement de drone. Nous allons voir ce qui se passe là-bas. Voilà le dôme de fer. Caméra 9. On voit le missile du dôme de fer en mouvement. Le drone vole à basse altitude. Explosion. Plus de missiles. Pour intercepter les drones. Là, on voit le missile descendre, plus de missiles. Un autre abattu. Le système fonctionne bien pour l'instant. Nous allons préparer le système multicaméra au cas où il y aurait d'autres attaques. Et que nous devions nous reconnecter. D'accord, c'est déjà prêt par là. Nous parlions du fait que ces silos de missiles sont compliqués, n'est-ce pas? Khorramabad. Imaginez quelle est la situation. Si Israël devait détruire chacun de ces silos, chaque élévation de terrain que vous voyez est un silo. Regardez cette vallée, regardez la situation, regardez ce que vous pouvez y trouver. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous des missiles, hein. Ça ne veut pas dire ça. Ce que ça veut dire, c'est que c'est compliqué, très compliqué. Regardez. On fait demi-tour, on va regarder l'autre face. Regardez le nombre de silos qu'il y a, de bunkers. Beaucoup de mortiers ou je ne sais quoi. Regardez, de ce côté de la montagne, comme partout, ils ont préparé leur plateforme de lancement, même la vallée des missiles. Imaginez si Israël devait tous les bombarder, imaginez cette image à travers tout l'Iran.
Compliqué, très compliqué, extrêmement compliqué. Maë, il faut faire quelque chose. Israël a bien attaqué et détruit ce que nous voyons ici. Le plus dangereux, les plus gros missiles paradisiaques à l'intérieur. Vous voyez ces trappes, elles s'ouvrent et le missile 2 est lancé. Les rampes de lancement pénètrent dans la montagne, chargées avec leurs missiles, et elles sont protégées à l'intérieur. Nous voyons les entrées des tunnels. Tout cela a déjà été détruit, mais il reste encore une grande quantité de missiles disséminés à travers toute la géographie de l'Iran. Ils vont donc continuer à tirer à chaque fois. Ils essaieront d'être beaucoup plus précis. C'est la grande difficulté qu'il y a en ce moment avec ce type de missile. Il y a de nombreuses installations réparties sur tout le territoire, ce qui représente évidemment un défi pour les États-Unis et pour Israël. Malgré cela, la dégradation est évidente. S'ils disposaient de tous les lanceurs et de la capacité de lancer tous ces missiles, évidemment, nous parlerions des vagues de missiles tombant sans être arrêtés. Regardons cette vidéo. Il y a quelques minutes, regardons-le par ici. Ce que vous allez voir pourrait être le système Arrow ou le système Tesha'ad. Regardons-le. Le voilà. C'est ce qui se passe lorsqu'un missile est intercepté dans l'espace. Ce missile, s'il venait à la bonne altitude, pour être abattu par le système Tchad, par le système Arrow 3, vous voyez, c'est complètement différent. Par rapport aux interceptions observées, d'habitude, le missile tombe. Et en le touchant, c'est complètement différent de ça. Un système n'a rien à voir avec l'autre. Rien à voir. C'est là que réside l'histoire. À quelle hauteur arrive le missile et d'où est-il lancé? C'est la clé, savoir la trajectoire exacte et quel système utiliser à chaque instant. Au fait, Donald Trump a donné un ultimatum. Hier soir, il a dit qu'ils avaient 2 jours en 48 heures pour laisser le détroit d'Ormuz ouvert. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? J'aimerais lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Même si plus tard, nous allons faire plusieurs émissions, nous avons pensé ce soir à faire plusieurs émissions. Pour comprendre précisément cette histoire des 48 heures, l'ultimatum, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, s'ils vont attaquer des infrastructures critiques ou pas. Si le Moyen-Orient sera plongé dans le noir, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Tout cela, nous allons le voir dans un instant, dans Stratégie militaire. Il est évident qu'il y a des morts qui ne sont en aucun cas souhaitées par Israël. Bibi a dit qu'une maison peut être reconstruite, mais qu'une vie ne peut pas être reconstruite. Lorsqu'une vie est perdue, il n'y a plus de retour en arrière et il est impossible de la reconstruire. Qu'est-ce qui va? L'une des images les plus impressionnantes du système, Fronde, David. Dans ce cas, 3 missiles sont lancés contre un missile agresseur, celui qui entre à basse altitude. Pardon, 4 missiles pour intercepter une menace. Système Fronde de David.
Regardez l'image. Cela se produit à une altitude plus basse que le système THAAD. Vous voyez? Dans ce cas, oui, mais il a fallu lancer 4 missiles. Les 2 premiers. Pourquoi ont-ils échoué? Eh bien, cela aussi a son mystère, un mystère que je vais vous révéler. Et en plus, ça fait peur. Plus on attend longtemps, pour lancer le missile intercepteur, plus il y a de chances qu'il le fasse. Encore une fois, des vagues de drones. Encore des vagues de drones au nord. Voyons cela. Nous allons le voir dans quelques secondes. Ces missiles intercepteurs vont sortir. Dès qu'ils commenceront à sortir, nous allons le voir. Je parle de ce que nous voyons là. Plus on attend pour lancer, plus on a de précision. Ce sont des interceptions de dernière minute. C'est pourquoi ce que nous voyons ici, les 2 premiers missiles qui sont lancés et les 2 qui sortent, n'ont pas assez d'informations et ne sont pas lancés dans la même direction. Abonnez-vous à celui du missile agresseur. Ils essaient de tourner, vous voyez qu'ils le font déjà, car ils ont reçu l'information. Mais le propulseur n'a déjà plus assez de puissance pour les amener jusqu'à la trajectoire souhaitée du missile qui arrive. Cependant, ces 2 missiles qui sont lancés juste après, il pourrait même y en avoir un 3e, parce qu'il y en a une autre, ce qu'on appelle la plume, la ligne blanche laissée et la plume du missile. Le 3e qui a échoué, c'est celui qui a été lancé en premier là-haut. Ces 2 derniers dans la dernière minute. Tu vois qu'ils n'ont pas besoin de faire un virage aussi large que celui qu'on voit là. On dirait des avions de chasse. Ceux-ci ont une plus grande précision parce qu'ils ont reçu des informations plus précises, le missile agresseur étant plus proche. C'est pourquoi ils atteignent leur cible. S'il avait lancé les 4 en même temps à ce moment-là, à celui que nous voyons, si ces 4 missiles qui avaient été lancés en même temps, les 4 auraient raté leur cible. Parce qu'à ce moment-là, le système opérationnel du contrôle de tir n'a pas encore tous les calculs exacts du missile. Le missile peut changer de vitesse, il peut manœuvrer un peu, mais à ce stade, le missile ne manœuvre plus. Il file déjà en ligne droite, en mode flèche. En regardant la traînée du missile, on observe une variation. Et on va l'ouvrir ici, c'est exactement ce que je disais la nuit dernière. Le missile a changé de trajectoire, on voit là comment. La trajectoire a changé, et dans cette partie ici, c'est déjà une ligne droite complète, donc les missiles restent là, ils restent là. Il n'y a pas de surprise. Ce qui s'est passé l'autre nuit, que nous avons vu et analysé en direct ici, hier soir pour toute la communauté. D'ailleurs, les familles, le contenu vous plaît? Laissez vos likes, c'est super important. Ces likes, on n'en a que 9000, il y a 27 000 personnes. C'est gratuit de vous abonner à la chaîne. Nous sommes déjà à 491 000, il nous reste 9000 personnes pour atteindre le demi-million. Rien de plus, rien de moins, rien de plus, rien de moins, un demi-million. Qui l'aurait cru? Ce que nous avons vu la nuit dernière, ceci n'est pas une excuse. Mais on voit bien comment le missile fait un saut ici, regardez. C'est là, il a fait un saut. Et pour échapper au système de défense, ils ont une certaine maniabilité face à cela. Ce n'est pas un secret, c'est connu, non? Si on regarde ici, quand le missile intercepteur doit être quelque chose, il n'est pas nécessaire que ce soit une... Falla estrepitosamente Je me mets... este
qui échoue aussi, car celui-ci n'appartient pas au système fronde de David. Ce missile que nous voyons exploser là-bas fait partie du système dôme de fer, il n'est pas fait pour ça. Si ça avait été un missile du système fronde de David, il aurait frappé directement. En plus, cela ne serait pas arrivé. Ce qui se passe, c'est que le missile qui a été lancé provenait du système TAT. Il a échoué, donc le reste des systèmes n'était pas prêt, il n'était pas actif. Il doit y avoir une enquête à ce sujet pour comprendre ce qui s'est passé. Le dôme de fer s'est activé en mode automatique, mais il était déjà trop tard. Il ne l'a pas rencontré de phase, donc le dôme de fer ne pouvait pas atteindre cet endroit, jusqu'à ce point où se trouvait ce missile. C'était compliqué, très compliqué ce qui s'est passé la nuit dernière pour le système de défense anti-aérienne. Vous les voyez là? Les missiles du dôme de fer, ce sont ces missiles qui semblent voler dans les airs, explosant à retardement. Pourquoi? Le missile n'est pas conçu pour un impact direct. Le missile du dôme de fer calcule la trajectoire et le temps. Et quand le missile ennemi de GIS lancé par le Hamas arrive, tu vas faire en sorte qu'il explose avec une explosion assez puissante. Et la fragmentation de ce missile fait que la roquette est détruite. Et cela la détruit. Pardon? Deuxièmement, cette fragmentation fait qu'il est détruit et... Si le dôme de fer avait continué sur cette trajectoire, oui, il l'aurait frappé, mais il n'est pas conçu pour cela. Il n'est pas conçu. C'est pour ça qu'il a explosé avant. Ce n'est pas une erreur, le système n'est simplement pas prévu pour ça. De toute façon, il y a une enquête en cours et des choses sont en train d'être examinées. Les dégâts d'aujourd'hui, eh bien, on les voit ici. Merci. Encore une fois, munitions à fragmentation. Contre cela, on l'a déjà dit, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose, mais ici on ne peut rien faire. C'est l'endroit où les policiers se trouvent. Là où les policiers se trouvent, là où les policiers... Ils trouvent l'endroit où les policiers se trouvent. C'est super dangereux, les gens disent que s'il y a quelqu'un qui sorte... Ils ont déjà été vus. Le feu s'approche d'une voiture. Merci. Daroul. Il dit de partir, la voiture peut exploser. Partons. Daroul. Cool, plus de 2. Daroul. Vous le voyez là? Il faut s'enfuir en courant, il ne faut pas s'approcher. Évidemment, les gens ont fait de leur mieux pour, s'il y a quelqu'un, essayer de l'aider. Plus de dégâts, des munitions à fragmentation. Daroul. Oui, c'est ici qu'on s'arrête. Si vous faites attention, cette munition, qui peut emporter de 5 à 6 kg, elle cause des dégâts dans la partie supérieure du bâtiment. La partie inférieure est stable, c'est-à-dire que même la vitre n'a pas été brisée. Ce sont des dégâts superficiels. Évidemment, la maison est ancienne. On voit bien que c'est une vieille maison. Elle n'était pas faite pour résister à cela. Ça se voit clairement, c'est-à-dire que la zone où c'est tombé, on voit bien que ce n'est pas une bonne zone. Liban. Israël bombarde le Liban aujourd'hui, il détruit des lanceurs, des ponts aussi, on en parlera plus tard. Ce soir, nous voyons des images de ce qui s'est passé hier soir à Dimona, à Arad. Merci. Nous voyons encore ces images aujourd'hui au centre d'Israël. Un éclat est passé par cette fenêtre de cet immeuble. Très bien, vraiment très bien, bien. Voici l'intérieur de certains immeubles.
Celui-ci a bien pu recevoir une munition à fragmentation tombée du toit. Nous savons que beaucoup de ces structures d'entreprise sont métalliques. Alors, ce projectile, qui a une ogive renforcée de 6 kg, entre comme une flèche, explose à l'intérieur et cause des dégâts. Ce qui est compréhensible, ce qui n'est pas compréhensible, c'est ce que vous allez voir maintenant. Ce que vous allez voir maintenant, c'est hallucinant. C'est un nouveau chapitre de la série des journalistes espagnols lâchés en Israël. C'est hallucinant. Non seulement hallucinant, c'est incroyable. Incroyable. Aujourd'hui, Laura Chiclana s'est rendue à Arad, l'endroit qui a été détruit la nuit dernière. L'endroit où les services d'urgence israéliens ont sauvé plus de 100 vies la nuit dernière et ont réussi à les emmener à l'hôpital à temps avant qu'ils ne meurent. Un travail incroyable des équipes de secours, un travail réalisé dans des conditions météorologiques très difficiles. La nuit dernière, où tout un quartier a été dévasté. Eh bien, Laura Chiclana s'est rendue aujourd'hui à Arad depuis Haïfa. La dernière fois que nous l'avons vue, elle était à Haïfa, maintenant elle est dans le sud. Laura Chiclana, journaliste, envoyée spéciale de 4 chaînes espagnoles. Elle n'avait rien de mieux à faire ou aucune meilleure vidéo à fournir à l'opinion publique espagnole que ce que vous allez voir maintenant. Avec le bâtiment détruit par le missile iranien, avec le quartier en ruine et plus de 100 victimes sur les bras, Laura Chiclana recommence. Et pendant que la guerre déclenchée par Israël et les États-Unis ne cesse de s'intensifier, les colons juifs s'organisent pour attaquer les Palestiniens de Cisjordanie. La nuit dernière, une série d'attaques coordonnées a semé la terreur parmi les familles palestiniennes que les colons ont menacées de brûler vives si elles ne quittèrent pas les lieux. Que s'est-il passé, Laura? Laura Chiclana vient nous parler de la purge. Maintenant, en Judée et en Samarie, il y a des purges la nuit et les colons sortent pour traquer les Palestiniens, une sorte de purge. Quand la sirène retentit, ce n'est pas celle des missiles, mais celle qui ordonne à tous de rentrer chez eux, car il y a 24 heures pour purger les Palestiniens. Attention à ce que va raconter Laura Chiclana, qui, soit dit en passant, Laura Chiclana. L'autre jour, elle n'est pas allée au village arabe, où 4 Palestiniennes et une femme enceinte sont mortes. Là-bas, Laura Chiclana n'y était pas, mais aujourd'hui, elle était à Arad. En utilisant le décor derrière elle pour s'exprimer, raconte-nous. Eh bien, Martha, ça a été une nuit de violence en Cisjordanie menée par les colons. Ils ont attaqué une dizaine de localités, dont des zones proches de Bethléem, Ramallah, Jénine et Hébron. Ils ont incendié des habitations ainsi qu'un centre médical, plusieurs véhicules, en plus d'avoir passé à tabac plusieurs Palestiniens et coupé des routes. Les médias israéliens évoquent 20 attaques, tandis que les autorités palestiniennes signalent déjà 12 blessés, dont 6 tabassés et 3 avec des contusions à la tête. Après qu'on leur ait lancé des pierres, alors que le problème de la Cisjordanie reste dans l'ombre à cause de cette guerre avec l'Iran, la violence ne cesse d'augmenter chaque jour en Cisjordanie. Et à Dimona, et à Arad, et les 100 morts, les 100 blessés, pas morts, blessés. Merci pour cela. Que s'est-il passé, Laura? Elle est allée à Arad pour raconter ce qui s'est passé en Judée et en Samarie. Je ne sais pas si c'est arrivé ou non, hein. Je n'en ai aucune idée, et si c'est arrivé, je le condamne, hein. Je le dis très sérieusement. S'il y a eu un incident de ce genre, où des personnes ont été persécutées, et leur intégrité physique a été menacée, je le condamne. Mais Laura Chiclana se rend à Arad, là où se trouve le quartier détruit, où des centaines de familles ont dû fuir ce quartier. Elle nous met cela en fond, et c'est vraiment destructeur. En direct, Arad Israël. Environ 10 localités ont été attaquées lors de violences en Cisjordanie. Eh bien, Martha, ça a été une nuit de violence en Cisjordanie. Une nuit de violence en Cisjordanie.
Je te l'accorde. Et ce que tu as derrière toi, qu'est-ce que c'était? Tu vas en parler, tu vas raconter quoi? L'Iran a lancé un missile balistique d'une demi-tonne pour détruire tout un quartier. Ce n'est pas les colons qui en sont les protagonistes. Environ 10 localités ont été attaquées, y compris des zones proches de celles d'hier soir. L'Iran a attaqué plus de 10 localités avec des missiles. Je crois qu'elle est allée là-bas pour voir s'il y avait des refuges à 50 000 €. Vraiment, je le pense. Moi, je le pense vraiment qu'elle est allée là-bas pour chercher des refuges à 50 000 €. Je ne vois pas d'autre explication. Je ne comprends pas comment un journaliste peut aller à Arad, en Israël, pour nous dire qu'hier soir, il poursuivait des Palestiniens. Je ne comprends pas, je ne vois pas le lien entre Arad et ce qui se passe en Judée et en Samarie. Je ne sais pas. Et pourtant, ce n'est pas loin. Il aurait pu aller, je ne sais pas, à Jénine, à Naplouse, à Hébron, il aurait pu aller à Ramallah pour faire le reportage. Il se rend là où les missiles sont tombés et affirme que les colons incendiaient des maisons. Pour que les gens qui en Espagne ne sont pas tous très intelligents pensent que l'arrière-plan derrière l'image de Laura Chiclana, c'est ce que les colons ont fait hier soir. Ils ne prennent même pas la peine de clarifier, ce sont juste les images en arrière-plan. L'incident de la nuit dernière, des missiles balistiques tirés d'Iran sur le sud d'Israël. Jusque-là, tu n'avais pas besoin de faire plus, il suffisait simplement de dire ce qu'il y avait derrière toi. Mais cependant, Laura Chiclana ignore ce qu'il y a derrière et nous parle de persécution de Palestiniens. Avec ce fond-là, je le dis sérieusement, je pense que c'est de la méchanceté, non? Je n'en dirai pas plus, parce que ce n'est pas à moi de le faire. Ici en Israël, je suis comme un touriste, non? Je suis simplement témoin de ce qui se passe. Mais je pense que le bureau de presse devrait faire quelque chose. Je pense qu'après le premier incident et maintenant le deuxième incident de Laura Chiclana, il ne s'agit pas de restreindre sa liberté d'information et de presse, mais qu'elle fasse son travail. Ce qu'évidemment elle ne fait pas. Si tu vas à Arad en mettant ce fond derrière toi pour parler d'une purge en Judée et en Samarie, alors tu te trompes complètement de décor. Premièrement, c'est aussi un manque de respect pour les victimes présentes. Mais complet, total. Eh bien, Laura Chiclana, maintenant que cette semaine, elle n'est plus à la une, les gens se sont un peu calmés avec elle. Elle n'est plus en tendance, mais elle revient à nouveau en tendance avec la deuxième partie. Je suppose que la semaine prochaine, je ne sais pas quand quelque chose va se passer. Une de ces histoires rocambolesques, je ne sais pas ce qui va arriver, peut-être que c'est... Pendant la guerre d'Iran, est-ce qu'Israël coupe la nourriture à Gaza? Ou quelque chose de ce genre qui va bientôt ressortir à nouveau? Vous verrez bien. Et il partira? Eh bien, je ne sais pas, peut-être qu'il partira. Dans un endroit où un missile est tombé. Où ils ont fait exploser une maison, une voiture, un hôpital, une école. Il dira qu'Israël bloque la nourriture à Gaza. C'est le profil familial. Avec ça, j'ai fini, je devais le dire, le raconter. En tant que consommateur d'actualité, cela ne me paraît pas logique non plus. Et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Rendez-vous à la prochaine émission de Stratégie militaire. Un saludo. Muchas gracias por estar con nosotros.